Novatien est né à Tunis. Il était le juré tête de turc de la Nouvelle Star. Il faut dire qu'il a été capable de se tromper de bouton pour éliminer un candidat. Pas mal pour quelqu'un qui a fait Polytechnique. Par contre, il ne s'est pas trompé en matière de comédie musicale. Il a produit les 10 commandements, Autant en emporte le vent, Les Hors-la-Loi et Le Roi Soleil. Tous d'énormes succès. Actuellement, il prépare un opéra rock sur la vie de Mozart pour septembre 2009 au Palais des Sports. Un sacré défi. On peut se demander si aujourd'hui Mozart écrirait des comédies musicales et serait juré à la Nouvelle Star. Vous imaginez Mozart éliminant Bach ou Beethoven? Soyons sérieux, Dovatia, et dites-nous de quel ordre est votre passion pour Mozart. J'ai une passion assez tardive, je l'avoue, parce que je n'ai pas eu de formation classique. Et n'ayant pas de formation classique, je vais dire ce qui m'a touché, c'est ce langage universel, ce côté émotion qui passe malgré la formation, malgré la culture. Et là, je me suis intéressé à l'homme. Et là, j'ai fait une autre découverte, c'est que cet homme a eu une vie hors du commun. Mozart est né en janvier 1756 à Salzbourg. Il est l'aîné d'une famille de 7 enfants, mais seul lui et sa sœur Nannerl ont survécu. Mozart, dès son plus jeune âge, a révélé des talents exceptionnels pour la musique. Des dons que son père Léopold a perçus immédiatement. En fait, Léopold était lui-même musicien, employé à la cour de Salzbourg, et il savait ses capacités limitées, donc il a reporté toutes ses ambitions sur son fils. Dès son jeune âge, dès l'âge de 6 ans, avec sa sœur et son père, il a entrepris de longs voyages à travers les cours d'Europe. Il s'est produit devant les plus grands. On l'a même exhibé comme un prince savant, une sorte de bête de foire. Et il était reconnu comme le jeune prodige à travers l'Europe. Et là, nous sommes en 1771. Là, il y a un événement important qui va influer le cours de la vie de Mozart. Le prince archevêque de Salzbourg, qui était une capitale ecclésiastique d'Allemagne, ce prince décède. Et à sa place, son successeur est Corolledo. Corolledo, c'est un homme très autoritaire, mais surtout moins sensible à la musique de Mozart. Et surtout, il y a quelque chose que Corolledo ne supporte pas, c'est l'impertinence et l'insolence de Mozart, ce désir de liberté qu'il a alors. Et donc, pour Mozart, la vie va devenir impossible, très difficile. Salzbourg va devenir une prison. Donc il décide de démissionner contre l'avis de son père et de partir en voyage. Et son père, ne pouvant l'accompagner, le confie à son épouse, Anna Maria. Et là commence un long périple. Au moment où il s'apprête à partir pour Paris, là il reçoit une commande d'un petit concert chez la princesse d'Orange, près de Mannheim. Et là il fait une connaissance qui va bouleverser sa vie. La connaissance d'une jeune et belle cantatrice, Alyosha Weber. Et là, Mozart, meurtri, décide de quitter Alyosha en se promettant d'y retourner, de la retrouver, dès qu'il aura trouvé gloire et fortune à Paris. Mais Paris va être encore plus terrible. Sa mère, Anna Maria, décède à Paris et il va l'enterrer tout seul dans le plus profonde misère, isolement, au cimetière Père-Lachaise. Et là, pratiquement, il a tout perdu, il ne lui reste qu'un seul espoir. Il se dit, je vais retrouver Alyosha et lui dire que je vais à présent me consacrer à sa carrière, la demander en mariage. Il va, il retourne. Là, elle n'est plus à Mannheim, elle est à Munich. Elle a déjà entamé une petite carrière. Il arrive, et là, elle se montre affreusement cruelle. Elle se moque même de son habit, son vêtement, en lui disant « Qu'est-ce ? Est-ce la dernière mode à Paris ?» Lui dit « Mais non, c'est juste mon habit de deuil, je viens de perdre ma mère. » Ah ! Et elle lui dit « Mais je n'ai plus besoin de toi. Je suis quelqu'un. » Il n'était plus rien. Mais là encore, le destin intervient et change le cours des choses et fait ce que Mozart a été aujourd'hui, enfin a été à l'époque. L'impératrice Marie-Thérèse, l'impératrice d'Autriche, meurt et Correlado, comme tous les autres souverains d'Autriche, doit rendre hommage au nouvel empereur Joseph II. Et donc ils seront à Vienne, avec domestiques et bagages. Et aussi compositeur. Donc il exige que Mozart le rejoigne à Vienne. La famille Weber, donc la famille d'Alyosha Weber, vit à présent à Vienne. Karl Fridolin Weber est décédé. Et la mère a ouvert une pension de famille. Et donc Mozart décide, ne connaissant personne à Vienne, il décide d'y aller et de prendre une chambre. Et là, il fait la connaissance, enfin, pas la connaissance, il prête plus attention à la sœur cadette Constance. Et là, une amitié s'instaure entre eux. Une amitié qui va grandir, jusqu'à une relation très forte, qui va devenir de l'amour sincère. Et pendant ce temps, il s'installe dans la vie à Vienne. Il commence à établir de solides relations, à être invité dans les salons, à donner des cours. Mais Mozart va susciter des jalousies. Surtout, va faire naître des craintes chez les Italiens. Parce qu'à l'époque,
Les Italiens régnaient à Vienne, enfin les compositeurs italiens régnaient à Vienne, régnaient dans le monde de l'opéra. Et surtout, il y avait parmi ces compositeurs quelqu'un de très connu aujourd'hui qui est Salieri. Et Salieri a très vite perçu le génie de Mozart. Parallèlement, il y a la première de l'Orléans-Serail et c'est un triomphe. Premier triomphe de Mozart à Vienne. Une musique qui plaît énormément aux Viennois, légère, nouvelle. Et Mozart, Constance, qui s'installe dans un luxueux appartement, là, ils vont connaître une époque faste, la plus belle époque, je dirais, du couple. C'est le succès, ils sont reçus partout, ils font des fêtes. Ils ont même une vie un peu dissolue. Et là, il fait la connaissance de Daponte, un librettiste, même le librettiste de Salieri. Et là, avec Daponte, il a eu une idée d'écrire un opéra basé sur la pièce de Beaumarchais, Les Noces de Figaro. Mais là, Daponte est affolé en disant Les Noces de Figaro, mais ça s'appuie sur une œuvre subversive qui est même pré-révolutionnaire. Malgré cela, Les Noces de Figaro, la première a lieu, et on va dire c'est un succès mitigé. Surtout, Les Noces de Figaro, c'est un tournant un peu dans la vie de Mozart. Car c'est à partir de ce moment-là que les nobles, les puissants de sa ville ont commencé à se détourner de lui. Ou peut-être aussi lassés par cette musique qui devient plus profonde, moins légère, qui acquiert énormément de maturité, qui devient même géniale, qui devient moderne, résolument avant-gardiste. Et donc, c'est un peu le début de la chute. Et là, l'Opéra de Prague lui commande un opéra. Ça sera Don Juan. Mozart commence à écrire Don Juan quand arrive la terrible nouvelle, l'horrible nouvelle. Son père, Léopold, vient de décéder. La mort de son père influe même sur l'écriture de Don Juan. On dit même que le personnage du commandeur dans Don Juan a été influencé par le père, celui qui revient de l'au-delà pour lui faire les reproches. Et donc, Don Juan est joué à Prague. C'est un triomphe, mais à Vienne, trop compliqué, trop profond. Et donc, il est encore plus boudé. Et là, la santé de Mozart se détériore. Et puis, il fait d'autres commandes pour survivre aussi. Et puis, jusqu'au jour, la fameuse scène qui a été rendue célèbre par le film de Milos Forman, Amadeus. Cet homme habillé en noir, cet homme avec ce grand chapeau, cet homme anonyme, vient frapper à la porte et lui fait la commande de cette messe des morts, ce requiem, en lui donnant la somme que Mozart veut. En fait, on saura bien plus tard que c'était la commande d'un riche bourgeois qui avait l'habitude de faire ça et il signait à la place les œuvres. Et là, Mozart était convaincu qu'en fait, il écrivait son propre requiem, sa propre messe des morts. Le requiem, il fera tout pour essayer de le terminer. Mais là, la mort va courir plus vite que lui et il va s'éteindre. Il va s'éteindre à l'âge de 35 ans en laissant le requiem inachevé. Et ce qui est quand même étrange, c'est que la plus belle œuvre, à mon sens, de Mozart, l'œuvre la plus profonde, l'œuvre la plus magique, la plus inspirée, le requiem, c'était l'œuvre qu'il n'a pas achevée. Et sur Mozart, il y a eu plusieurs mythes. On a parlé du film de Milos Forman, Amadeus, qui a prêté à Salieri un rôle qu'il n'a pas eu. Parce que Mozart lui-même a cru à la fin de sa vie qu'il avait été empoisonné par Salieri. Il le dit lui-même. Et Constance lui dit, mais non, on n'y pense pas. Donc le mythe de l'assassinat de Mozart par Salieri est complètement faux. Comme le fait que Salieri n'a rien à voir avec la commande du Requiem. Parce que dans le film, on le voit même participer à l'écriture du Requiem. Ce film magnifique, mais ça aussi, c'est un mythe. Il est vrai que je suis fasciné par cet homme, je suis fasciné par ce côté enfant, ce côté naïf, ce côté parfois vulgaire, parfois commun dans son langage, dans ses expressions, dans ses jeux. Et à côté de là cohabite un artiste génial, un artiste qui, à mon avis, ne composait pas, n'écrivait pas. Il écoutait, il retranscrivait ce qu'il entendait. Moi, je pense, c'est une conviction personnelle, que Mozart était connecté à quelque chose d'autre. Mozart est quelqu'un qui était complètement en avance sur son temps et un personnage mais profondément attachant et fascinant. En tout cas, on sent votre véritable passion, Dorothea, et on attend avec impatience cet opéra rock sur Mozart, donc septembre 2009 au Palais des Sports.